Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir sur cette matinale. Bienvenue, matinale du GRCI, dans notre superbe studio. Sur le plateau, mes invités, Patrice Guérin, CHU Nantes, ravi de t'accueillir. Christophe Robin, Bourg-en-Bresse, ravi de t'accueillir aussi. Et puis mes deux fidèles du bureau du GRCI, Benjamin Honton et Mathieu Gaudin, que je ne vous présente pas. Les lésions complexes, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus fréquent dans notre pratique quotidienne. Elles peuvent être complexes par plusieurs paramètres, mais l'un des paramètres notamment, ce sont ces lésions longues. Des lésions longues qui souvent sont calcifiées et souvent parfois difficiles à prendre en charge. Alors je vous propose un zoom info sur cette thématique. Alors, ces longues lésions, je vous propose qu'on aille à Grenoble, écouter Jérôme Winzer, avec qui j'ai enregistré un cas clinique assez didactique et parfaitement collant à cette thématique des très très longues lésions. Il y a le cas de ce patient qui s'était présenté en syndrome coronarien aigu avec une histoire compliquée puisque c'est un greffé rénal. C'est un syndrome coronarien aigu non ST+, sur une lésion de la circonflexe. On avait traité assez facilement et puis il restait une lésion à traiter dans le deuxième temps, une longue lésion de l'interventriculaire antérieur, sténosée avec de multiples zones de sténose qu'on avait traité avec premièrement un orbital pour préparer la lésion et puis du fait du stenting long nécessaire, on avait utilisé un supraflex cruise, initialement un 40 mm, puis on a rajouté un supraflex cruise de 48 mm. Avec une capacité de franchissement assez impressionnante du fait de ces mailles ultra fines et puis une capacité aussi pour ouvrir les diagonales si nécessaire avec un passage de guide assez facilité par ses capacités et puis une overexpansion qui est intéressante, des stents qui sont des 2,5 jusqu'à 3,5 qu'on peut monter jusqu'à 4,25 mm de diamètre. Il y a un coating hydrophile sur le stent qui permet un franchissement assez facilité. C'est des mailles ultra fines, plus 60 microns, c'est moins de 70 microns, donc ça rentre dans les stents à mailles ultra fines, avec des caractéristiques physiques qui permettent de franchir les lésions, avec des connecteurs entre les couronnes qui sont des Z-connecteurs qui permettent un diamètre assez important pour pouvoir repasser éventuellement dans les bifurcations. Et c'est pour ça que ce stent est bien approprié dans ce type d'indication. C'est vrai que les stents longs, on a toujours peur qu'ils ne s'impactent pas bien, donc il faut essayer de les inflater longtemps, les déplacer de façon progressive et puis ne pas hésiter à les post-dilater. D'accord. Utilisation du rehaussement de stent, intéressant. Oui, intéressant parce que malgré ses mailles ultra fines, il a une bonne radio-opacité. Donc c'est assez intéressant, notamment sur les rehaussements avec les machines actuelles de radiologie. On a des belles visualisations, notamment après les post-dilatations, pour s'assurer que le stent soit bien expandu. Alors, le cas clinique de Jérôme, il est éclairant, mais moi j'ai très peu d'expérience en fait de ces stents à mailles ultra fines. Donc je vais me tourner vers Christophe qui en a une grande expérience. Mais Christophe, est-ce que tu peux me dire s'il y a des données de la science qui supportent l'utilisation de ce type de stent ? Nous, on utilise le stent qui a été décrit très bien par Jérôme depuis déjà plusieurs mois. Il y a une étude Princeps en fait, où ils avaient comparé, c'était l'étude Talent, ils comparaient au stent Xience et ils montraient qu'il y avait une non-infériorité. Il y a eu deux méta-analyses avec un follow-up de 2 ans, 2 ans et demi, et donc, qui combinaient plusieurs stents à mailles fines, donc définis comme le disait Jérôme par une épaisseur de moins de 70 microns. Et en fait, dans ces méta-analyses, il n'y a pas de différence sur les critères durs, mais sur les revascularisations, il y a un bénéfice avec le stent à maille fine. Et nous, là, on a été vraiment bluffés par l'utilisation de ce stent. Moi, je l'ai fait rentrer dans l'équipe et j'étais absent quelques semaines. Ensuite, c'était les vacances. Et mes associés ont utilisé largament ce stent rapidement, alors qu'ils étaient habitués à des stents historiques style Orsiro. Et c'est vrai qu'ils ont trouvé une vraie différence.
Alors c'est vrai que c'est un stand qui est assez surprenant dans ses capacités de franchissement. On a des études qui arrivent et qui sont en cours en France, parce que tu l'as dit, il y avait l'étude Princeps qui était l'étude Talent. On a des études maintenant en France aussi qui arrivent, on a fait l'année dernière Cruise HBR pour les patients à haut risque hémorragique. Nous, on l'avait testé à ce moment-là sur des lésions assez classiques avec des résultats intéressants. Il y a Cruise pour seniors qui va arriver, qui va inclure en début d'année normalement. Et puis pour les multitronculaires, on a en Europe Multitalent pour les multitronculaires. Donc on va avoir des données aussi européennes incessamment sous peu, je pense, qui vont confirmer les bonnes capacités de ce stent. Et tu l'as évoqué, je pense que c'est intéressant. La méta-analyse dont tu parlais, c'était l'ensemble des stents à maille fine. Et on a quand même des éléments maintenant pour penser que les stents à maille fine ont des résultats. Ce n'est pas parce qu'ils ont des mailles fines qu'ils ne résistent pas à la compression, etc. Et qu'il n'y a pas plus de rosténose avec ces stents-là dans cette méta-analyse qui a été présentée récemment. Oui. Patrice, tu as une expérience, toi, de ces stents très longs? Parce que, quelque part, ils ont une capacité de franchissement. On l'a vu dans la petite vidéo où on filme l'avancée du 40 mm sur une artère qui était un peu tortueuse, très calcifiée. On est vraiment bluffé. Je voudrais savoir si toi, tu as l'expérience de ces longs stents à maille ultra fine. Non, je n'ai pas l'expérience de ces longs stents à maille ultra fine, mais comme tu t'en souviens, on a l'expérience par contre des bancs d'essai qu'on fait sur ces stents, les stents coronaires de façon générale et tous les stents. On a un banc d'essai standardisé. Et en voyant ce reportage, vraiment, la question que je me suis posée, moi, c'est stent à maille fine et force radiale 70 microns, ça se teste en laboratoire. Je pense que ce serait intéressant. On a l'habitude dans ces nouveaux stents de passer les stents en banc d'essai. Je pense que ce serait vraiment enrichissant de connaître la force radiale et la flexibilité sur ballon et stent largué qu'on peut mesurer aisément. Je pense que ce seraient des éléments physiques objectifs qui nous permettent d'avoir des éléments comparateurs pour nos différents stents. Alors, pour répondre, je vais répondre partiellement à ta question, parce que le stent, il a été challengé effectivement sur banc d'essai, et notamment dans l'ouverture des mailles, parce que tu as vu sur ce cas, avec effectivement 2 diagonales, je suis repassé dedans avec les guides avec une simplicité vraiment parfaite, et effectivement, ils ont été testés, et quand on regarde l'ouverture de la maille, alors ça reste du banc, hein, l'ouverture de la maille est la plus large, tant en air qu'en périmètre. Donc c'est un stent qui, en plus, s'adapte parfaitement bien sur les lésions de bifurcation. Alors, c'est vrai qu'ASMT, c'est une jeune compagnie qui vient d'arriver. C'est une société indienne, hein, et qui arrive, ça fait à peine 2 ans qu'ils sont sur le marché. Donc, ils ont une pénétration du marché du stent en France qui est encore un peu confidentielle. Et il y a quelques centres qui ont développé leur utilisation, dont le nôtre est celui de Christophe. Et moi, je suis vraiment très, très bluffé. On va clore ce dossier des stents à maille longue. Et puis, on va aller vers une thématique qui est de notre quotidien, que Benjamin adore. C'est la radioprotection. Et en ce sens, Patrice Guérin est notre invité ce matin sur le plateau, parce que Patrice a développé un nouveau concept de cage de protection. Et je ne l'ai pas essayé, mais quand j'ai regardé le film que l'on va voir dans quelques secondes, j'ai été bluffé et j'ai dit, je pars à Nantes très rapidement, je veux aller essayer. Et je vous propose qu'on aille regarder ce film tourné à Nantes et réalisé par l'équipe de Patrice.
Magnifique reportage qui me fait dire que je n'irai pas me balader en Finistère Nord, parce que manifestement, l'irradiation est élevée. Et alors Patrice, moi, l'irradiation, ça me concerne à tel point que je me suis mis à la robotique pour essayer de diminuer mon exposition. Ton système a l'air magnifique. Mais une question, est-ce qu'il est adaptable à toutes les procédures? Coronaire, on a vu TAVI, périphérique éventuel? Alors, périphérique, du moment que si tu touches les vaisseaux au niveau de la cuisse, par exemple, ou au niveau ortho-iliaque, je pense que tu vas être très vite gêné, comme tout matériel de radioprotection. Donc là, peut-être que la robotique aura plus sa place. Mais pour les procédures qui nous concernent essentiellement au niveau coronaire, dans les lésions longues et les bifurcations, par exemple, dans les occlusions chroniques, dans les procédures de revalvulation percutanée ou dans les procédures mitrales ou aortiques, indiscutablement, notre temps d'exposition augmente. Même si les machines ont diminué leur irradiation, notre temps d'exposition augmente. Alors, on a 1000 établiers. On est de la génération, surtout avec Jacques, bon, vous êtes plus jeune, avec Jacques, où on a mis les bas volets, puis on a mis le panneau, puis... OK, mais on n'a qu'à regarder toutes ces zones de disjonction qui existent entre ces différents panneaux. Et finalement, on est irradié en salle. Alors, on est protégé, surveillé. OK, on a l'effet probabiliste, déterministe, qui nous permet de savoir si on est exposé et à risque. Mais on a toujours cet effet stochastique. Le stochastique, c'est quoi? C'est une roulette russe. Finalement, on va avoir la malchance de. C'est comme le tabac et la maladie coronaire, finalement. Il n'y a pas d'effet seuil. Donc... moi, je ne veux pas de cet effet stochastique qui me menace à chaque fois que je vais en salle. Il y a notamment une procédure qui est faite dans peu de centres, mais qu'on pratique régulièrement dans les congénitaux adultes, qui est la revalvulation pulmonaire, où le tube est de profil. Et là, on est vraiment irradié. Donc l'idée, en fait, d'abord, c'est une histoire d'homme et d'entente. Pierre-Marie Lemaire est devenu un ami qui fabrique du matériel de radioprotection, qui est voisin de Nantes, et qui m'a présenté un jour un matériel, et je lui ai dit, non, c'est pas du tout adapté à ce qu'on fait. Par contre, j'avais dessiné quelque chose à l'époque, parce que je voulais vraiment obtenir le maximum de radioprotection, parce qu'on est tous les jours ou presque en salle. Et donc, j'avais dessiné ce prototype, et puis Pierre-Marie s'en est emparé, et donc on a collaboré pour la création. C'est d'ailleurs intéressant de voir... la fabrication, la conception. On a vu arriver des jeunes ingénieurs sur ce projet. Tout ça, ça fait plaisir finalement. Et le but étant de remplacer tous ces panneaux, plus ou moins stables, plus ou moins solides aussi. Hein. On a tous vu des panneaux se décrocher, tomber et finalement faire notre procédure sans, par un système fiable, utilisable comme un couteau suisse, c'est-à-dire utilisable dans toutes nos procédures cardio, coronaire, carotide, vaisseau du cou. Ça veut dire que demain, si on veut faire du structurel, de la maladie coronaire, des lésions longues, du CTO, des procédures où on est vraiment exposé, on peut l'utiliser. Et puis, mais si notre collègue rythmologue à côté pour son exploration électrophysiologique veut se protéger, il peut l'utiliser aussi. Donc en fait, ce système que je développais avec l'équipe de Pierre-Marie Lemaire, le prototype était en salle pour mon évaluation, mon expérimentation. Et en fait, au bout d'un moment, je ne trouvais plus mon prototype parce qu'il était emprunté par mes collègues. On fait tous nos TAVI avec. 5 TAVI lundi dernier, 5 TAVI, c'est un microsievert. Et j'estime qu'à partir du moment où on peut avoir une radioprotection optimale, il faut l'avoir. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on n'est pas gêné par le système, pas plus qu'avec un panneau, un autre, parce que les incidences impossibles avec le 4 Paxer, c'est les incidences impossibles avec vos systèmes habituels. Donc, on n'est pas gêné. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre que le premier temps, c'est mettre les voies d'abord. Donc, le système n'est pas en place. On met toutes nos voies d'abord. Une fois que les voies d'abord sont posées, on amène le système, on le pose en regard du patient, sur le patient, bien ajusté. Le patient n'en souffre pas de ces lattes qui viennent se poser sur lui. Et ensuite, on peut commencer notre procédure. Et sincèrement, pendant la procédure, on n'est pas gêné par le système. Merci Patrice. Juste une remarque, une question. Ouais, vas-y. Ouais. Tu portes quand même le tablier. Absolument. Alors, je porte quand même le tablier qui est un 0,25. Pourquoi je porte le tablier? Parce que je me dis toujours qu'en cas de difficulté particulière ou d'un guide qui ne monte pas, je vais vouloir faire un coup de fluoroscopie et je ne veux pas perdre en quelques secondes ou minutes de fluoroscopie le bénéfice de mon mois de radioprotection efficace. Donc, je garde mon tablier de 0,25, vous voyez, ce tablier léger qui fait que je le garde même d'ailleurs quand il fait frais en salle, parce qu'il est moins lourd que ma veste de moto.
Et comme ça, je sais que je suis totalement protégé. Merci Patrice pour cette belle innovation. Il faut qu'on avance dans notre magazine. C'est toujours frustrant de devoir interrompre une belle conversation. Et je vous propose de revenir en salle de caté avec un arrêt sur image. Alors vous connaissez le principe, hein, on a décortiqué une petite séquence et on va vous la proposer en tips and tricks. Alors c'est un patient, vous voyez, on est sur une coronaire droite, je suis avec Mohamed et on a une lésion qui est très difficile à franchir dans laquelle on veut mettre un long stent. Donc on a un support avec une 3D RC et on va vous montrer comment approcher une extension de guiding cathéter. Cette extension, on l'approche ballon gonflé, on déflate le ballon et sur le ballon, on progresse avec l'extension de cathéter guide, en l'occurrence un guideliner, et ce qui va nous permettre ensuite, effectivement, le guideliner étant positionné quasiment au fond du segment 3, hein, d'aller déposer un stent long, hein, qui fait 32 mm de long. Ce n'est pas un très 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 long, mais c'est quand même un stent assez long. Et une fois que le stent est à peu près positionné, on va retirer le guideliner en toute sécurité et pouvoir déposer notre stent dans les bonnes conditions. Voilà. Donc c'est une petite manœuvre qu'il faut bien connaître pour éviter la dangerosité du guideliner lorsqu'on l'avance dans la coronaire. Effectivement, tu l'as bien décrit, ces nouveaux matériaux et ces extensions de cathéter, ils nous ont quand même changé nos pratiques, facilité nos pratiques dans les lésions complexes dont on parlait tout à l'heure, dans les lésions tortueuses. Tu as montré une des façons de descendre une extension de cathéter, et en fait, il y a trois façons. Soit vous essayez de l'avancer avec certains matériaux maintenant qui sont recouverts, un peu hydrophiles et qui descendent même très bien sans qu'on ait besoin de ballon devant eux. Soit on descend sur un ballon non gonflé, soit qu'on a encore plus de mal. C'est la technique que tu as présentée, c'est qu'on fait une espèce d'anchoring de l'extension de cathéter et on avance dessus et on avance progressivement. Et maintenant, on les descend jusqu'après. Ça sert à avancer du ballon, ça sert à avancer du matériel compliqué, mais ça permet même de franchir et de faire finalement comme un stent auto-expandable. On retire le guideliner au moment où on a posé le stent et ça facilite très très nettement effectivement les procédures d'angioplastie. Merci Mathieu pour ce commentaire. Dans notre quotidien, on est avec nos paramédicaux. Sans eux, on n'est rien. Qu'ils soient infirmières, qu'ils soient manipulateurs radio. Et j'ai voulu faire un focus un petit peu sur leur présence à nos côtés. Et je vous propose une séquence des coulisses des paramédicaux. Alors Brice Roll, qui est l'un de mes manip radio, j'aime bien ce terme de manip radio. Moi, c'est une profession que j'ai découverte quand je suis arrivé à Grenoble, là où j'étais sur Paris avec des IDE. Et j'ai découvert que la présence et la valeur ajoutée d'un expert dans la radiologie, la radioprotection aussi, parce qu'il nous surveille. Et j'ai dit à Brice, écoute, il faudrait que tu sois un peu innovant pour le GRCI. Et on a discuté avec Nathalie, il a réalisé un film. Je vous en propose une version courte et vous allez voir, c'est bluffant. Allez, c'est parti pour la Ville Rose. Je m'appelle Brice, je suis manip radio et je viens paramédiquer chez vous. Bonjour Brice, bienvenue à la clinique Pasteur à Toulouse. Salut Bénédicte, merci de m'accueillir. Dis-moi un petit peu là, le plateau rapidement, là, t'as combien de salles, combien de paramètres? On a mutualisé l'hémodynamique et la rythmologie, donc on a 8 salles, 3 salles de choro, 2 de rythmo, une d'implantation de pacemaker, une salle dédiée au vasculaire et une pour le structurel. Et pour faire tourner tout ça, là, t'as combien de paramètres? Pour faire tourner tout ça, on a 47 personnes, on a 4 manips, 26 infirmiers en hémo et 17 en rythmologie. Allez, on va visiter, viens avec moi. Super. On a mis au fond tout ce qui est en face des salles de rythmo, donc tout le matériel pour les FA avec toutes les sondes. C'est immense, hein, ça se voit que vous avez de l'activité. Quand on a un plateau avec autant de stock, c'est qu'on bosse. Allez, vas-y, je te laisse entrer dans la pharmacie. Oh là là, c'est incroyable, c'est immense. Ben vas-y, hein, n'hésite pas. Hein. Toi, les rats, fais-toi plaisir.
côté raquet, la partie hémo de ce côté, la partie rythmo de l'autre côté pour sectoriser. On doit être à peu près à 8000 patients sur toutes les salles confondues hémo-rythmo. Et on 8000 doit patients. être à Ok. 1000 en structurel. On D'accord. fait à peu près aussi sur le plateau des ETO, où on en fait à peu près en moyenne 6-7 par jour, du coup, sur les 5 jours de la semaine. Je te propose d'aller discuter avec les équipes, on va revenir en salle. J'ai hâte de les rencontrer. Allez, C'est regardez-moi. parti. Docteur Soguet, merci de prendre quelques instants pour répondre à ma question. Je voudrais savoir ce que vous attendez de vos paramèdes. Pour ce qui est des manipulateurs radio, par exemple, on a beaucoup de temps de préparation. On analyse ensemble les images de scanner, on crée des masques, on crée de la fusion. Il y a une vraie pour, assistance technique de la part de vos manip radio Tout à fait. pour, Tout à fait. dans Donc, votre travail. Eux, déjà, ça les valorise. Bien évidemment, ce qu'on cherche à voir avec les infirmières, c'est qu'il y ait une compréhension de la procédure pour justement gagner du temps, pour ne pas faire de fautes techniques, pour ne pas faire de fautes d'asepsie. Eh bien, merci Docteur Soguet de m'avoir accordé ces quelques instants. Ok, maintenant je vais aller voir mes collègues paramèdes dans leur quotidien. Salut Mélodie. Salut. Mélodie, du coup, il y a qui est en salle pendant une procédure? Alors pendant la procédure, il y a évidemment le cardiologue qui fait l'examen, une infirmière qui est habillée à table en stérile avec lui et une autre C'est infirmière. génial, en alors ça veut dire que vous êtes toujours aide opératoire. On Ça est- c'est hyper intéressant de mettre les mains, on va dire, de vraiment travailler, de toucher les guides et les cathéters. Il y a quand même des manips qui travaillent avec vous? On a des manipulateurs radio, oui. Alors ils sont 4 en tout sur le plateau pour toute la journée. Et tout ce qui est images, ventriculographie, c'est eux qui traitent le dossier. Merci Mélodie, c'est très intéressant. C'était super enrichissant. J'espère que ça l'était également pour vous. Et puis peut-être qu'un jour, j'irai paramédiquer chez vous. Salut! Brice, bravo. Moi, j'ai trouvé ton film extraordinaire. En plus, il est super bien réalisé, donc c'est vraiment magnifique. Une question, comment tu as eu cette idée? Simplement, on est toujours très curieux d'aller rencontrer, de savoir comment ça se passe ailleurs. C'est tout le principe du congrès. On est toujours content d'aller dire tiens, comment tu travailles, tes astreintes, comment elles sont organisées, à quoi ressemble ta qualité de vie au travail. Et après, des aspects plus techniques, est-ce que tu t'habilles, je sais pas, voilà, qu'est-ce que tu fais, quelles sont tes pratiques. Et on a toujours ce plaisir d'échanger. Et comme là, en plus, j'ai la chance d'aller dans un centre qui est réputé, à gros volume, avec des experts, c'était d'autant plus enrichissant et d'autant plus stimulant. Patrice, une question, une remarque? Oui, Brice, moi je travaille beaucoup avec les manip radio. Franchement, c'est une corporation que j'ai appris à connaître parce que qui connaît le métier de manip radio en terminale? Personne. Et puis, quand on travaille au quotidien dans le CatLab, nous tous, finalement, on travaille souvent avec des manip radio. Nous, dans notre équipe, c'est 50-50, tout le monde faisant à peu près le même travail. N'empêche que le manip radio est là pour la radioprotection, pour la machine. Il y a tout un côté technique, imagerie de fusion qui est clé. Moi, ma question, c'est est-ce que la formation de manip radio à l'école de manip radio est encore adaptée à la pratique du manipulateur radio en 2021 ? Vous avez raison, en fait, on voit qu'on apprend notre métier sur le tas, et c'est pas à l'école qu'on va l'apprendre. À l'école, on a des stages, on a 3 semaines ou 4 semaines sur un lieu qui doit faire l'interventionnel. Ça, c'est obligatoire dans notre formation, mais c'est tout. Et c'est pour ça qu'après, on apprend notre métier vraiment sur place. Et puis, vous avez vu, selon les spécialités des différents centres aussi, il va falloir se former aux différentes spécialités. Et ça, c'est vraiment la formation continue. Mais je trouve que la mixité des équipes, avec d'un côté des infirmières qui sont en capacité de réaliser des actes techniques excessivement performants, et vous qui avez cette approche, vraiment cette culture de la radioprotection. On fait beaucoup de CTO à Grenoble, et vous êtes derrière le pupitre, vous diaphragmez, vous rapprochez le tube, etc. Plein de petites choses qui effectivement nous permettent d'économiser un petit peu de temps de rayon. Merci Brice, je pense que tu as donné des belles idées et je ne serais pas certain, enfin je suis à peu près certain que l'année prochaine on va avoir d'autres demandes pour aller dans d'autres centres. Avec plaisir. Je suis très heureux d'accueillir Olivier Muller sur ce plateau. Avec Olivier, on a réalisé hier une très belle session sur le diabète
qui est un petit peu la bête noire de l'angioplasticien. Et j'ai demandé à Olivier, qui a accepté très gentiment, de venir nous faire un petit peu une revue de presse sur cette session qui était passionnante. Alors Olivier, première question, on rentre dans l'arène. Faut-il rechercher la coronaropathie du diabétique chez des patients asymptomatiques? Alors, c'est une question qu'on se pose en fait depuis très longtemps. Est-ce qu'on doit screener les asymptomatiques? Alors, Paul Valenzi, qui nous a fait un très beau topo, nous a dit, eh bien, le risque de ne pas le screener est relativement important. Et ça, c'est documenté via une méta-analyse que vous pouvez voir maintenant sur le dia, qui montre que, en fait, dans les études randomisées, eh bien, c'est plus ou moins en faveur de screener l'asymptomatique. Et puis, quand on regarde les études non randomisées, c'est clairement en faveur. Donc, la résultante des deux, eh bien, on est plutôt en faveur de screener l'asymptomatique diabétique parce que c'est un risque. C'est comme si on avait déjà une maladie coronarienne, donc il faut le screener. La deuxième chose qu'il nous a appris, et qui était assez amusante pour nous, cardiologues, c'est en fait la stratification du risque en tant que diabétologue. Et en fait, il stratifie la même chose que nous. Alors, il part avec un risque qui est déjà modéré, il n'y a pas de petit risque. Et on part avec un risque haut et très haut, c'est la prochaine dia. Alors, c'est peut-être moi qui dois le changer. Hop, voilà. Il module sa stratification du risque avec deux paramètres qu'on n'a pas l'habitude de prendre en charge, en tout cas moi. C'est la première, c'est la durée du diabète. Est-ce que nous, quand on stratifie le risque, on demande depuis combien de temps vous êtes diabétique? Moi, je ne le fais pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui est peut-être relativement important et c'est l'apport de l'endocrinologue. Et puis la deuxième chose, c'est les dommages d'organes cibles. Est-ce qu'il y a finalement une insuffisance rénale? Bon, ça, on le regarde. Est-ce qu'il y a une hypertrophie? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'organes cibles avec des yeux, une neuropathie? Eh bien, ça, c'est un paramètre qui va le monter en risque haut ou très haut. Et puis, il y a le CAC, donc le scanner avec la calcification. Eh bien, ça permet aussi de moduler. Donc, il y a plusieurs choses qui nous permettent de moduler, en fait, le diabétique et de savoir s'il faut le screener quand il est asymptomatique. Alors, pour le screener, il y a un moyen moderne que j'ai découvert un petit peu hier, qui est la FFRCT. Tu nous en dis un petit mot? Oui, alors la FFRCT, est-ce que c'est le présent ou le futur? On était dans une session où on ne savait pas très bien, c'était un petit peu le futur, je pense. D'abord, c'est le remboursement, donc ça c'est un gros problème actuellement. Mais disons qu'on a passé 5 minutes avec Stéphane Fournier à savoir comment est-ce qu'on pouvait utiliser le CT de façon plus smart, plus intelligente, je dirais. Et ce qu'il nous a dit, eh bien, c'est en fait, on pourrait très bien avoir l'anatomie et l'ischémie dans une modalité d'imagerie. Ce qu'on ne peut pas avoir, maintenant, c'est soit la scintigraphie, l'IRM, mais on n'a pas l'anatomie, ou bien le CT, mais on n'a pas l'ischémie. Et donc, le FFRCT permet d'avoir ces deux, c'est-à-dire l'anatomie, l'ischémie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être, eh bien, on pourrait aller définir une stratégie de revascularisation directement à partir de le FFRCT. On peut regarder le prochain slide. Alors ça, c'est ce qu'on fait actuellement. Et puis ce qu'il propose, eh bien, c'est de faire le FFRCT et d'éviter la coronographie, ce qui a fait à moitié plaisir aux angioplasticiens qui aiment bien quand même faire une coronographie. Enfin bref, ça c'est peut-être le futur, c'était relativement intéressant. Et chez le diabétique, l'intérêt, puisque c'était ça la session, c'est aussi de dire, eh bien, en fait, on a souvent des lésions très diffuses, on a souvent des tritronculaires, et en fait, ces patients bénéficient souvent d'un pontage directement. Donc la coronographie, en fait, c'est un examen qui ne fait que confirmer ce qu'a le CT et qui est inutile. Ok, donc sur ta slide, on en allait à la chirurgie directement. Il y a peut-être une étape intermédiaire. Quelle stratégie de revascularisation? Alors Bernard Chevalier nous a parlé des recommandations 2018 et vous le voyez, c'est quand même en faveur du pontage. Alors les angioplasticiens, on a un problème avec le diabétique. On n'a pas tellement de données pour dire qu'on est meilleur que la chirurgie. Par contre, depuis ces recommandations 2018, eh bien, il y a une chose, c'est qu'on peut calibrer, le syntax score a été calibré
avec le diabétique, c'est-à-dire que le Syntax Score, ça c'est les recommandations 2018, et le Syntax Score 2020, donc qui est sorti après, eh bien incorpore le diabétique maintenant. Et ce qu'il propose, c'est quand même que si on a un Syntax Score à moins de 20 et qu'on a une possibilité d'avoir une prévention secondaire optimale chez un patient, ce qui était un paramètre relativement intéressant que Bernard Chevalier a soulevé, eh bien peut-être que l'angioplastie a quand même sa place dans le tri tronculaire. Alors cette angioplastie, est-ce qu'il y a des stents miracles? Est-ce qu'il y a des stents qui font mieux ou d'autres qui font moins bien? Alors, Juan Iglesias nous a fait un très joli topo, enregistré depuis la Suisse. Et en fait, ce qu'il nous dit, c'est non, il n'y a pas de stents qui ont fait la différence jusqu'à maintenant. Mais, alors, je vous passe la dia suivante. Eh bien, il y en a un qui, tout d'un coup, sort un tout petit peu du lot. C'est le CREATE, qui a des paramètres qui sont un tout petit peu différents. Donc, il n'y a pas de polymère, il y a des composants en fait, qui sont à côté du sirolimus qui font que l'élution est un tout petit peu différente. Et dans une étude qui s'appelle Sugar, c'est à propos, eh bien, on voit qu'il y a le stent CREATE chez le diabétique est non inférieur, voire même supérieur, avec une diminution de 30% du risque absolu sur le target lesion failure. Donc, relativement intéressant, stent à suivre pour le diabétique. Le traitement antiagrégant plaquettaire, modifié ou pas? Alors, le traitement antiplaquettaire, eh bien, hop là, on peut revenir en arrière. Le traitement antiplaquettaire, il y avait deux choses. La première, c'est l'aspirine. Eh bien, là, est-ce qu'il faut moduler la dose de l'aspirine? C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Peut-être qu'il faudrait le faire en fonction du poids, ça c'est quelque chose qu'on a discuté. Mais chez le diabétique, est-ce que finalement c'est quelqu'un qui est toujours un peu plus à risque que quelqu'un d'autre? C'est ce qu'on a discuté pendant toute cette session. Eh bien, est-ce qu'il faudrait le moduler avec 150 mg versus 75? C'est une étude qu'on attend en 2023, je crois. Mais disons qu'elle est très attendue pour savoir si on peut moduler l'aspirine. Deuxième chose, c'est la DAPT, c'est le P2Y12. Qu'est-ce qu'on choisit? Il n'y a pas l'air d'avoir un P2Y12 qui soit vraiment supérieur par rapport à un autre. Probablement que le prasugrel et le ticagrelor sont toujours un petit peu plus puissants en termes d'anti-agrégation par rapport au clopidogrel. Ce qu'on a discuté, c'est de savoir est-ce qu'il faut prolonger la DAPT ou la MAPT, la mono-anti-agrégation. C'est quelque chose qui a l'air d'être relativement efficace chez le diabétique, c'est de poursuivre peut-être avec du ticagrelor sur une longue période, puisque c'est un patient qui est à haut risque thrombotique, tout en considérant qu'il faut bien regarder qu'il ne soit pas à risque de saignement. Et le traitement antidiabétique en lui-même, je fais appel à Lise Bordier, spécialiste endocrinologue. Alors Lise Bordier nous a émerveillés à travers pas mal de schémas relativement compliqués. Il nous a montré que finalement, les cardiologues, on faisait un métier relativement simple, on a un stent, on met, et eux, ils ont des schémas qui sont relativement importants. Alors le schéma que je vous propose, c'est le plus simple qu'elle nous ait présenté, et je vous propose de regarder le carré rouge. Vous voyez un carré rouge qui entoure la prise en charge du traitement antidiabétique du diabétique. Et en fait, ce qu'on a appris, c'est que la metformine, on l'a toujours en premier lieu, c'est ce qu'il faut donner. Mais quelle que soit l'hémoglobine glyquée, en fait, il faut rajouter un deuxième antidiabétique qui est modulé avec la fraction d'éjection. Si elle est basse, c'est l'insuffisance cardiaque, c'est dans le carré rouge, c'est le trajet de gauche. Il faut mettre un inhibiteur des SGLT2 ou un GLP1, mais plutôt un SGLT2 dans l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite. Et puis, quand on n'a pas d'insuffisance cardiaque, un des deux, le GLP2, donc l'agoniste GLP2 ou bien l'inhibiteur des SGLT2, doit être mis en place. C'est quelque chose, à mon avis, qui est nouveau pour nous. C'est qu'on doit voir ça dans notre thérapie des gens qui ont une maladie coronarienne. Merci Olivier, brillantissime. On me dit dans l'oreillette que j'ai plus beaucoup de temps. Alors, un focus sur un superbe manuel, précis de cardiologie interventionnelle, qui a été écrit avec beaucoup de passion par un certain nombre de membres du bureau du GRCI. Mohamed Ghanem qui a souhaité faire éditer ce bouquin. Essentiellement, au départ, c'était plus pour le Maghreb. Mais je peux vous dire qu'en le feuilletant, il y a une iconographie qui est remarquable. Le bouquin est super agréable à lire. Je vous le recommande. Vous pouvez l'avoir dans vos salles de caté. C'est vraiment superbe. Les temps forts de la journée, il y a 2 sessions streamées, je vous rappelle. Une première sur le cardio-embolie et ses limites, 9h35 dans l'auditorium AB avec une retransmission live. Et la deuxième session
streamé d'aujourd'hui. Bifurquer, c'est choisir. C'est absolument merveilleux. Ça sera à 14h10, là aussi avec un live. Dans les quelques secondes qui me restent, je voudrais remercier tout le plateau. Je voudrais remercier aussi Olivier d'être venu de loin, la Suisse. On a vu que les hôpitaux de Genève ont fermé les portes à leurs docteurs. Merci Patrice. Merci. Toi, le voyage était un peu moins loin. Bourg-en-Bresse, la neige ne t'a pas empêché d'arriver. Et Brice, j'étais certain que tu serais là au rendez-vous. Ça me fait très plaisir de t'avoir comme paramédical. Un grand merci à toute l'équipe d'Europa. Un grand merci à tout cet environnement vidéo, c'est absolument fantastique. Derrière moi, en backup stage, il y a des gens fantastiques dont c'est un vrai métier. Et puis au fond de la salle, vous ne la voyez pas, malheureusement les caméras ne peuvent pas se tourner vers elle. Et pourtant, j'aurais bien aimé faire un focus sur Nathalie Chiesa, qui est notre réalisatrice en chef, qui nous a appris notre métier, nouveau métier derrière la caméra. Vous avez vu tous ces reportages, c'est elle qui en est avec son équipe l'artisan, et c'est fantastique. Un grand merci Nathalie de la part de toute l'équipe du GRCI et d'Europa. Je vous dis à très bientôt, à l'année prochaine en présentiel, je le souhaite, et puis le GRCI restera aussi en digital tout au long de l'année. On vous en dira un petit peu plus au fil du temps. Merci à tous, très bonne journée, très bonne fin de congrès.